naissance d'Israël et les souffrances qu'elle infligea aux autres. Aucun enfant issu de l'illégitimité politique ne fut soutenu à sa naissance par autant de parrains. Les reconnaissances affluaient et partout les pacifistes étaient déconfits. M. Bevin continua son mandat pendant quelques années puis démissionna peu avant sa mort. Le général Marshall et M. Forrestal furent éliminés à la première occasion, manifestement pour décourager ceux qui auraient pu prendre leurs propres devoirs trop au sérieux. En quelques semaines, le nouvel État fit un nouveau pas vers l'abîme du mal ancien. Les Nations Unies, ayant accepté post facto la partition de l'Europe et recommandé la partition de la Palestine, montrèrent un intérêt tardif pour la paix et firent appel au comte suédois Folke Bernadotte pour qu'il se rende en Palestine et jouer le rôle de médiateur entre les deux parties. Le comte Bernadotte s'était toujours consacré à apaiser les souffrances humaines et en particulier à l'aide et au sauvetage des victimes juives au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il œuvre sous la bannière croisée, entre parenthèses la Croix-Rouge, et fut tué à l'endroit même où la croix devint pour la première fois symbole de foi et d'espoir. Aucun acte ne peut être plus atroce que le meurtre commis par l'une des parties en conflit, d'un pacifiste et médiateur reconnu. Et 4 mois après sa création, l'État sioniste ajouta ce second acte symbolique à son histoire. Le comte Bernadotte, comme M. Forrestal, tenait un journal qui fut publié après sa mort. Il relate qu'après avoir accepté sa mission pour la paix, il passa par Londres et reçut la visite du docteur Nahum Goldman, alors vice-président de l'agence juive et représentant de l'État sioniste, qui lui dit, ouvrez les guillemets, l'État d'Israël est désormais en mesure d'assumer l'entière et totale responsabilité des actes commis par le groupe Stern et les membres de l'Irgun. Il s'agissait des bandes de meurtriers dont le massacre de Deir Yassin avait déclenché l'évacuation du territoire au profit des sionistes et avait implicitement été reconnu par l'Occident. C'étaient les activistes contre lesquels le docteur Weizmann avait émis des avertissements au Congrès sioniste de 1946. Deir Yassin avait montré qu'il avait le pouvoir, par des actes terroristes calculés, de modifier totalement le cours des affaires internationales, quels que soient les propos des dirigeants sionistes, des hommes politiques occidentaux ou des Nations Unies. Ils tiennent ce pouvoir aujourd'hui, en 1956, et continueront à le devenir. À tout instant, ils peuvent précipiter le monde dans une nouvelle guerre, car on les a placés à l'endroit le plus explosif du globe, très justement qualifié de poudrière, par un secrétaire d'État américain, un ministre des Affaires étrangères britannique et le premier ministre sioniste en personne, jusqu'au moment où le docteur Nahum Goldman fit au comte Bernadotte la déclaration citée précédemment. On avait entretenu le mensonge selon lequel il était hors de contrôle des dirigeants sionistes responsables qui déploraient tels actes. L'affirmation rassurante du docteur Goldman avait probablement pour objectif de convaincre le comte Bernadotte que son travail de médiation ne serait pas gratuitement détruit par un acte tel que celui de Deir Yassin. Les terroristes assassinèrent alors le comte Bernadotte lui-même et par la suite, comme on le montrera, le gouvernement israélien assuma la responsabilité de ces actes et de ceux qui avaient commis. Après avoir entendu ces propos rassurants, le comte Bernadotte entama sa mission de pacification. En Égypte, il rencontra le premier ministre Nokhrachi Pacha qui déclara, ouvrez les guillemets, reconnaître la portée de la puissance économique juive, puisque celle-ci contrôle l'économie de nombreux pays, dont les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Égypte et peut-être même la Suède. Le comte Bernadotte ne contredit pas cette dernière affirmation. Nokhrachi Pacha dit que les Arabes n'espéraient pas échapper à cette domination. Toutefois, que les Juifs établissent une domination économique de toute la Palestine était une chose, mais c'est que les Arabes n'accepteraient pas et rejeteraient
serait la tentative de mettre en place un État sioniste coercitif en ayant recours à la force et au terrorisme, et ce, avec l'assistance du sionisme mondial. Après cela, le roi Farouk déclara au comte Bernadotte que si la guerre continuait, elle n'est toujours pas terminée. Elle se transformerait en Troisième Guerre mondiale. Le comte Bernadotte acquiesça et déclara que c'était la raison pour laquelle il avait accepté le rôle de médiateur. Il mentionna aussi que pendant la guerre, il y avait eu le privilège de secourir environ 20 000 personnes, la plupart des Juifs. J'avais été moi-même chargé de ce travail. Il pensait manifestement que cela lui vaudrait le respect des sionistes, et il avait tort. En quelques jours, il avait persuadé les Arabes, le 9 juin 1948, d'accepter un cessez-le-feu sans condition. Mais il fut alors des propos agressifs à son encontre tenus par des fanatiques sionistes, parce qu'ils avaient imposé la trêve aux Juifs. Je commençais à réaliser combien ma situation était délicate. La sympathie à mon encontre se transformait en suspicion et rancune si, au cours de mon travail ultérieur en tant que médiateur, je manquais d'étudier d'abord les intérêts de la partie juive et que je cherchais une solution juste et impartiale au problème. L'Irgun, dont le gouvernement sioniste, par l'intermédiaire du docteur Goldman à Londres, avait affirmé prendre l'entière et totale responsabilité, rompit alors le cessez-le-feu 18-30 juin 1948 en débarquant des hommes et des armes. Le comte de Bernadotte et ses observateurs furent incapables d'évaluer le nombre de membres de l'Irgun ou la quantité d'armes déployées parce que le gouvernement sioniste leur refusa l'accès à la zone. Au cours de la première semaine de juillet, la presse juive dirigea de violentes attaques à mon encontre. Les méthodes diffamatoires utilisées contre M. Forrestal étaient désormais utilisées et les efforts du comte Bernadotte pour secourir les victimes juives durant la guerre furent touchés contre lui. On insinua que vers la fin de la guerre, ces négociations avec Heinrich Himmler, le chef de la Gestapo nazie, au sujet de la libération de Juifs furent d'une nature douteuse. Ouvrez les guillemets, il était injuste de me calomnier. L'insinuation était que M. Bernadotte était un nazi, les activités ayant contribué à sauver la vie d'environ 10 000 Juifs. Cela avait aussi peu d'importance aux yeux des sionistes que les efforts 40 années auparavant d'Alexandre II et du comte de Stolypine pour améliorer le sort des Juifs. L'offense capitale du comte Bernadotte était son impartialité. Entre le 19 juillet et le 12 août, il fut signifié au docteur Joseph, gouverneur militaire sioniste de Jérusalem, que d'après les rapports de ses observateurs, les Juifs étaient le groupe le plus agressif. À Jérusalem, le 16 septembre, sur la route historique du pacificateur vers Jérusalem, c'est le titre de son livre. Le comte Bernadotte signa de fait son propre arrêt de mort. Ce jour-là, il envoya son rapport d'étape, le médiateur depuis Rhodes, à destination des Nations Unies. Et dans les 24 heures qui suivirent, il fut assassiné. La raison se trouve dans ses propositions. Il acceptait la création facto de l'État sioniste, mais partant de cette base, pensait réconcilier et pacifier grâce à des mesures impartiales aussi justes pour chaque partie que la situation donnée le permettait. Son souci majeur concernait les populations civiles arabes éloignées de leur village natal par le massacre de Deir Yassin et réfugiées au-delà de leurs frontières. Jamais rien de pareil n'avait été fait sous la protection de l'Occident. Et le comte Bernadotte venait à peine de sauver des Juifs des griffes d'Hitler. Ainsi, il proposait, premièrement, que les frontières de l'État sioniste correspondent à la recommandation des Nations Unies le 29 novembre 1947. Le Negev restant un territoire arabe et les Nations Unies s'assurant que ces frontières soient respectées et maintenues. Deuxièmement, que, comme cela avait été recommandé, Jérusalem devient une zone internationale sous contrôle des Nations Unies. Troisièmement, que les Nations Unies proclament et mettent en œuvre le droit au retour des réfugiés arabes. Ayant transmis ses propositions le 16 septembre 1948, le comte de Bernadotte, avant que celle-ci n'atteigne New York, prit un vol pour Jérusalem le 17 septembre. Accompagné de ses collaborateurs,
Ils se rendaient sans armes et sans protection au siège du gouvernement lorsque leur véhicule fut arrêté par une jeep occupée par des sionistes et garée en travers de la route. Clairement, on était autant au courant de leur déplacement que du contenu du rapport du comte Bernadotte. 3 hommes jaillirent de la jeep, rejoignirent son véhicule en courant et avec des pistolets mitrailleurs Steen l'abattirent ainsi que le colonel français Serrault, observateur en chef à Jérusalem. Dans une annexe de son journal intime, les survivants décrivent l'assassinat en détail. Leur compte-rendu démontre l'efficacité de sa préparation et de son exécution et établissent clairement l'identité du commanditaire principal. Les meurtriers s'échappèrent sans encombre, 2 à bord de la jeep et un autre en courant. Aucun ne fut arrêté ou poursuivi. Un rapport probablement crédible déclare qu'un avion attendait les assassins et les transporta en Tchécoslovaquie communiste, selon l'enquête israélienne qui en découla. Ouvrez les guillemets. La manière dont le meurtre a été exécuté ainsi que tous les préparatifs qui se rapportent suivent la trame suivante. A. Une décision claire d'assassiner le comte Bernadotte et l'élaboration d'un plan détaillé pour sa mise en œuvre. B. Un réseau d'espionnage complexe capable de suivre les déplacements du comte pendant ses séjours à Jérusalem afin de permettre aux responsables de l'opération de définir son lieu et sa date. C. Des hommes ayant de l'expérience dans ce genre d'activité ou ayant reçu un long entraînement sur le sujet. D. Des armes et des moyens de communication adaptés ainsi qu'un point de chute sûr après leur meurtre. E. Un chef expérimenté et responsable de l'exécution de l'acte. Le nouvel État s'était déclaré entièrement responsable de tel individu. 3 jours plus tard, une agence de presse française reçut une lettre exprimant ses excuses pour le meurtre du colonel Serrault, qui avait été confondu avec le général suédois Lundström, chef d'état-major du médiateur et antisémite. Le général Lundström était assis à une autre place dans la voiture. Cette lettre était signée de Azit Moledesh. Le rapport de la police israélienne indiqua qu'il s'agissait du nom de la cellule terroriste secrète au sein du groupe Stern. Le général Lundström annonça le 18 septembre que ces meurtres délibérés de 2 hauts responsables internationaux constituent une rupture de cessez-le-feu de la plus grande gravité et une page noire dans l'histoire de la Palestine, et les Nations Unies en exigeront des explications exhaustives. Une telle demande de la part des Nations Unies était improbable, car comme ce récit l'a montré, elles ne réagissent qu'à la pression la plus forte exercée en coulisses. Elles n'ont ou n'avaient alors ne peut prédire quelle extraordinaire transformation l'avenir pourrait amener. Aucune morale. Par elle-même, elle fonctionne comme un oracle, actionné par un mécanisme caché. Elle ne s'émure pas du meurtre de leur médiateur, pas plus que les gouvernements de Washington et de Londres s'en émurent de la persécution de M. Forrestal et du meurtre de Lord Moine. Elle ignore les propositions du médiateur. Les sionistes saisis et conservèrent tous les territoires qu'ils souhaitaient, Negev inclus, refusèrent le retour des Arabes et proclamèrent qu'ils n'autoriseraient pas que Jérusalem devienne zone internationale. À ce jour, 8 ans plus tard, il reste inflexible sur ces points. Les journaux du monde entier publièrent l'éditorial qui semblait conservé spécialement pour de telles occasions. Ouvrez les guillemets, on a fait un mal incalculable à la cause sioniste et reprirent ensuite leur dénonciation quotidienne de tous ceux qui défendaient la cause arabe, les accusant d'être antisémites. Le Times de Londres rendit même le comte Bernadotte responsable de son propre meurtre. On pouvait y lire que la proposition d'internationaliser Jérusalem, ouvrez les guillemets, incita sans aucun doute certains juifs à tuer le comte Bernadotte, et dans l'acceptation générale, le mot inciter impute une responsabilité. En Israël, 4 mois plus tard, 2 dirigeants du groupe Stern du nom de Yelin et Smuts-Levitz furent condamnés par une cour spéciale à 8 et 5 ans de prison pour leur connexion avec ce meurtre. Le président de cette cour,
lorsqu'il lut le jugement, dit qu'il n'y avait pas de preuve établissant que l'ordre de tuer le comte Bernadotte provenait de la hiérarchie des deux hommes, selon l'agence télégraphique juive, n'accordèrent guère d'attention au déroulement du procès, eu égard au fait qu'on s'attendait à ce que le Conseil d'État accorde une amnistie générale. Et quelques heures après leur condamnation, ils furent libérés et escortés vers la foule qui les accueillirent triomphalement. Le commandant en chef de l'Irgun, un certain monsieur Menahem Begin, fit quelques années plus tard une tournée triomphale. Les villes occidentales étant, par exemple, reçues à Montréal par la garde d'honneur de la police de Montréal, précédée par des rabbins portant les parchemins de la loi, d'après le Jewish Herald d'Afrique du Sud, au cours d'une intervention à Tel Aviv durant la campagne électorale de 1950. M. Begin s'attribua le mérite de la fondation de l'État sioniste par le biais de l'événement de Deir Yassin et dit que l'Irgun avait occupé Jaffa, territoire que le parti au pouvoir était prêt à céder aux Arabes. Puis il ajouta, ouvrez les guillemets, l'autre partie de la contribution de l'Irgun fut Deir Yassin, qui a entraîné la fuite des Arabes et a fait de la place pour les nouveaux arrivants. Sans Deir Yassin et la débâcle arabe qui en découla, le gouvernement actuel ne serait pas en mesure d'intégrer un dixième des immigrants. Au cours des années suivantes, jusqu'à aujourd'hui, M. Begin continue à proférer des menaces sanguinaires à l'encontre des pays arabes frontaliers, pour lesquels la présence des Arabes palestiniens à l'intérieur de la frontière constituait un rappel permanent de Deir Yassin et de la terrible signification des menaces de Begin. Pendant 5 ans, la croyance collective fut entretenue selon laquelle les terroristes avaient agi à Deir Yassin sans avoir reçu l'ordre. Et puis, en avril 1953, 4 membres de l'Irgun blessés à Deir Yassin demandèrent des dédommagements. Le gouvernement israélien, via son ministère de la Sécurité, refusa cette demande sur la base que l'attaque n'avait pas été autorisée, sur quoi le chef de l'Irgun présenta une lettre émanant des quartiers généraux officiels sionistes basés à Jérusalem qui autorisait l'intervention. Depuis cette dernière, le signataire était devenu ministre représentant d'Israël au Brésil. Dans la ville où se trouvait le siège des Nations Unies, une solide raison expliquait pourquoi aucune explication sur la mort du comte Bernadotte ne devait être exigée. Lorsque cet événement eut lieu, les élections présidentielles américaines étaient proches. La campagne battait son plein. Et chacun des deux candidats, M. Truman et M. Thomas Dewey, considérait le vote sioniste comme indispensable au succès. Ils luttaient pour l'obtenir, et la Palestine était bien loin de New York. M. Truman était le mieux engagé, car il avait reconnu le nouvel État et avait décrit cet acte de reconnaissance comme celui dont il était le plus fier. À une autre occasion, il déclara que cet acte avait été guidé par les valeurs humanistes les plus nobles. Quelques semaines après l'assassinat sur la route de Jérusalem, il fut élu président. À la fin de l'année, il donna aux employés de la Maison-Blanche un marque-page avec ces mots « Je préférerais avoir la paix plutôt qu'être président ». En 1948, la stratégie électorale conçue par le colonel House en 1910 avait été transformée en instrument de haute précision contrôlé par l'international sionisme. La commande principale se trouvant dans l'État de New York, l'ère des machines et des sociétés cotées en bourse ajouta un nouveau verbe à la langue anglaise, trucker, ce qui signifiait arranger ou manipuler. Les experts sont capables de truquer les machines. Un exemple concerne les machines à sous en Amérique. M. Dupont glisse une pièce dans la fente dans la vague croyance que la machine est gouvernée par la loi du hasard et que s'il est chanceux, tout l'argent qu'elle recèle lui tombera dans les mains. En fait, la machine est minutieusement configurée pour qu'une proportion précisément calculée de l'argent qui a été introduit, probablement entre 80 et 90%, revient au syndicat du jeu et que le reste revienne au petit gain, à M. Dupont. Le trucage.
Le système électoral américain est le facteur déterminant des événements du XXe siècle, un mécanisme conçu initialement pour permettre à M. Dupont d'exprimer son opinion à propos de la politique et des partis a été ajusté jusqu'à un tel niveau de précision, empêchant quasiment toute erreur, que M. Dupont s'est retrouvé sans voix pour s'exprimer sur la politique du pays. Quelle que soit la pièce qu'il introduit dans la fente, le groupe des gouvernants gagne. Au début, le système électoral lui-même fut peut-être conçu de manière à faciliter la tâche d'un groupe extérieur enclin à dicter le cours de la politique nationale américaine. Une élection est toujours proche, une élection pour le Congrès chaque seconde, une élection présidentielle tous les 4 ans. Un membre du Congrès ou un président n'est pas sitôt élu que les groupes de pression commencent à se rapprocher des prétendants pour les prochaines élections. Les chefs de parti commencent à se soucier des prochains votes et les aspirants au Sénat, au Congrès et à la présidence commencent à ressentir et à répondre à la pression. Il n'existe pas de période de repos au cours desquelles la prudence pourrait prévaloir et ce contrôle disparaît. En 1953, comme nous allons le voir, même la course pour la mairie de New York induisit un retournement soudain et majeur de la politique nationale américaine. Le sujet étant, ouvrez les guillemets, le soutien à Israël, l'intensification de la pression à échanger répétée et les mises en garde qui s'ensuivirent adressées par les directeurs de parti à leurs candidats au Congrès ou à la Maison-Blanche généraient ces pirouettes qui vont vaciller l'intégralité de l'édifice politique laborieusement construit par des ministres consensueux et des fonctionnaires compétents. Dans ces circonstances, le nouvel État, créé en Palestine en 1948, n'a jamais été et ne pourra jamais être un État, quel que soit le sens que l'histoire a donné à ce mot. C'est le poste avancé d'une organisation internationale qui bénéficiait d'un accès privilégié au gouvernement, au Parlement et au ministère des Affaires étrangères des pays occidentaux, et plus particulièrement au gouvernement, au Parlement et au ministère des Affaires étrangères des États-Unis, qui pendant les années 50 était le pays le plus puissant de la planète et dont la fonction principale constituait à exercer un contrôle sur la République américaine et non de trouver un foyer pour les Juifs du monde. Les perspectives induites par cet état de fait étaient une implication croissante de l'Amérique dans une situation explosive au Levant, créée artificiellement et portant en elle la menace d'une guerre mondiale. Fin 1948, 31 ans après le premier triomphe du double complot, la déclaration Balfour et la révolution bolchevique. L'État sioniste avait été mis en place. M. Truman, le pionnier de la reconnaissance, avait été prévenu par ses représentants en charge que la partition obtenue par la force de Deir Yassin mènerait à une troisième guerre mondiale. Tous les dirigeants occidentaux avaient reçu les mêmes recommandations de la part de leurs conseillers dans le domaine. Aucun des politiciens de premier plan concernés ne pouvait avoir de doute sur les conséquences futures qu'induirait leur soutien au sionisme. Et leurs déclarations publiques à ce sujet ne pouvaient refléter ni les informations confidentielles dont ils disposaient, ni leurs convictions personnelles. Les hommes politiques américains des années 40 et 50, comme M. Léopold Amery et M. Winston Churchill au cours des décennies précédentes, étaient manifestement victimes de la croyance selon laquelle, pour quelques raisons non révélées, la politique concernant cette question spécifique ne pourrait jamais être modifiée. L'asservissement des gouvernements de Londres et de Washington et l'identité des esclavagistes, même aujourd'hui en 1956, ne sont pas connus des peuples américains et britanniques. Pourtant, la menace désormais apparente d'une nouvelle guerre mondiale déclenchée en Palestine sioniste et se répand dans les pays alentours les touche pour la première fois. Dans le reste du monde, cela est compris depuis longtemps. Par exemple, dès les années 20, le Maharaja du Cachemire demanda à Sir Arthur Lothian, d'après le récit de ce diplomate, pourquoi le gouvernement britannique est-il en train d'établir le Yehudi Kharaj, la loi des Juifs, en Inde. Je contestais cette description, mais il insista sur la véracité des faits, déclarant que Lord Reading, le vice-roi, était juif, que le secrétaire d'État, M. Edwin Montague, était juif,
que le haut-commissaire Sir William Meyer était juif et de quelques preuves supplémentaires avais-je besoin. Ainsi, il y a 30 ans, le Maharaja indien Tipu du monde vit-il clairement la véritable forme que prendraient les événements qui allaient se produire dans le monde occidental. J'ai cité précédemment la déclaration du Premier ministre égyptien au comte Bernadotte, selon laquelle la puissance économique juive contrôlait l'économie des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, de l'Égypte elle-même. Au cours des 7 dernières années, les dirigeants de tous les États arabes ont accusé ouvertement et à plusieurs reprises le gouvernement américain d'être devenu le simple instrument des ambitions sionistes et se sont référés à leur propre expérience en guise de preuve. De l'autre côté de la planète, les effets du trucage de la machine électorale à New York se fait ressentir à travers leurs autres manifestations. Le soutien à la révolution à cause de revirements similaires dans la politique d'État américaine. Chiang Kai-shek, le dirigeant chinois, dut quitter la Chine continentale où le communiste s'établit avec le soutien des Américains. Pour l'île de Formose, où une fois là-bas, il bénéficia à nouveau du soutien américain. M. Tex McCrary, un présentateur américain bien connu, lui rendit visite et rapporta aux millions d'auditeurs new-yorkais, ouvrez les guillemets, je fus extrêmement gêné lorsque j'entendis. Nous avons appris à ne jamais faire confiance à l'Amérique pendant plus de 18 mois d'affilée entre les élections. Cette mainmise sur la politique d'État américaine, de par le contrôle de la machine électorale menant en 1952 à un acte paroxystique de vengeance talmudique, vengeance portée cette fois contre la moitié de l'Allemagne que la partition avait laissé libre, cette partie de l'Allemagne fut obligée de payer un tribut à l'État sioniste, État mis en place 3 ans après la défaite de l'Allemagne au cours de la Seconde Guerre mondiale. Après la Première Guerre, les puissances occidentales victorieuses tentèrent d'extorquer un tribut des réparations, mais échouèrent. Ce qui fut reçu était surtout le résultat de jeux comptables, car cela fut annulé par les prêts américains et britanniques. Après la Seconde Guerre mondiale, la Révolution extorqua un tribut à l'Allemagne de l'Est annexée en se servant directement. Les puissances occidentales victorieuses ne firent aucune demande de réparation en leur nom propre, mais l'extorquèrent portion. Alors que les années passaient, les mises en garde d'hommes responsables basés au Moyen-Orient atteignaient à nouveau le départ d'État. Ces conseillers sur le terrain ne cessaient de rappeler que les 7 États arabes n'avaient jamais accepté l'acte de 1948, qu'ils se considéraient toujours en état de guerre avec l'État intrus et qu'ils tenaient les Américains pour responsables du financement des armes qui étaient utilisées contre eux. Ainsi naquit l'idée, 7 ans après la fin de la guerre, d'obliger la partie libre de l'Allemagne à payer des réparations. Un État qui n'existait même pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Le patronage permanent du nouvel État allait être assuré et la véritable source de soutien dissimulée en coulisses, cette idée s'était ébruitée depuis longtemps. Alors on lui fit offrir, comme pour le procès de Nuremberg, une réparation symbolique, la vieille des fêtes juives de Yamin Noraim de 1952, ou pour paraphraser le magazine new-yorkais Time, ouvrez les guillemets, au cours de la dernière semaine de l'année juive 5711. Cela constitua le thème central des festivités juives qui suivirent, un journal juif soulignant qu'il s'agissait du plus beau cadeau du Nouvel An qu'on puisse imaginer pour le peuple juif sioniste. Le chancelier allemand de l'Ouest occupé, le docteur Adenauer, blanc comme un linge, informa le Bundestag à Born de l'obligation de s'amender moralement et financièrement. Son ministre de la Justice, le docteur Deller, tint un autre discours au cours d'une conférence à Cobourg. Ouvrez les guillemets. L'accord avec Israël a été conclu sur le désir des Américains parce que les États-Unis, au vu du ressenti des nations arabes, ne peuvent continuer à soutenir l'État d'Israël de la même manière qu'avant. Les élections présidentielles de 1952 étaient alors imminentes. Le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest fut contraint de payer sur une durée de 12 à 14 ans la somme de 822 millions de dollars
à Israël, État sioniste, principalement sous forme de marchandises. Le tableau résultant de cette transaction rappelle d'une façon plutôt frappante le résumé fait par Steheling au sujet de passages de la Kabbale décrivant l'apothéose messianique. Ouvrez les guillemets, mais regardons un peu la manière dont les Juifs sont censés vivre sur leur ancienne terre sous l'administration du Messie. Tout d'abord, les nations païennes, dont ils tolèrent à peine l'existence, devront leur construire des maisons et des villes, leur cultiver des terres et leur planter des vignes, et tout cela sans même attendre quoi que ce soit en échange de ce labeur. Ce scénario n'est pas très différent de celui qu'on a présenté aux contribuables britanniques, américains et allemands qui sont soumis à différentes formes de contraintes dissimulées dans les deux premiers cas et déclarées dans le troisième, eu égard aux tribus versées au sionisme. Les populations occidentales ne furent pas informées de la manière dont on extorqua le paiement de ce tribut. Cela leur fut présenté comme une décision indépendante prise par le gouvernement ouest-allemand, une décision suscitée par un grand élan de compassion. Les lecteurs juifs furent aussi bien informés que l'auditoire du docteur Deller à Coburg. Deux citations l'illustrent. L'agence télégraphique juive a révélé que le gouvernement des États-Unis d'Amérique avait joué un rôle très important en poussant l'Allemagne de l'Ouest à faire des réparations décentes aux Juifs sionistes. Le gouvernement britannique a également apporté sa contribution, mais dans une moindre mesure. Et le zioniste Herald de Johannesburg déclara, ouvrez les guillemets, l'accord avec l'Allemagne n'aurait pas été possible sans le soutien actif et très efficace du gouvernement des États-Unis à Washington et du bureau du haut-commissaire des États-Unis en Allemagne. L'intégralité de la presse arabe rapporta la même chose, et un journaliste de presse américain qui essayait de pénétrer dans un camp de réfugiés arabes fut interdit d'accès. Au motif suivant, ouvrez les guillemets, quel intérêt avons-nous à parler avec vous? Nous les Arabes savons très bien qu'en Amérique, aucun journal n'ose dire toute la vérité sur la question palestinienne. En Angleterre, la version officielle fut communiquée au Parlement par Lord Reading, sous-secrétaire aux affaires étrangères et fils du vice-roi mentionné dans l'épisode de la question posée par le Maharaja du Cachemire à Sir Arthur Lotian. 30 années plus tôt, la déclaration de Lord Reading fut suscitée par la tactique habituelle constituant en question à cette occasion formulée par un confrère socialiste, Lord Anderson, qui commença par dire que plus de 6 millions de juifs sionistes avaient été menés à la mort. L'intérêt de la réponse de Lord Reading demeure entière. Il déclara que les paiements que l'Allemagne de l'Ouest verserait à Israël seraient, ouvrez les guillemets, de l'ordre d'une tentative de réparation morale, plus encore que matérielle, et qui serait basée sur le coût estimé lié à la réinstallation en Israël des juifs sionistes chassés d'Europe par les nazis. Cette déclaration réaffirme implicitement le principe selon lequel le seul crime nazi moralement répréhensible fut le traitement des juifs. Nul ne suggéra jamais que l'Allemagne de l'Ouest devait participer aux frais de réinstallation des Polonais, des Tchèques et de tous les autres victimes. L'intérêt spécifique de cette déclaration réside dans l'allusion à des réparations morales. Lorsque celles-ci furent réglées, près d'1 million d'Arabes avaient été chassés de la Palestine par les sionistes et leur demande de retour sur leur terre avait été systématiquement et même dédaigneusement rejetée. Le passage le plus caractéristique de cette déclaration typique est probablement celui fait référence à la réinstallation en Israël des juifs sionistes chassés d'Europe par les nazis. Israël est le seul endroit au monde où la démographie juive peut être connue avec précision, selon les statistiques du gouvernement israélien. Elle était de l'ordre de 1 400 000 en 1953 et dans ce chiffre se trouvaient seulement 63 000 juifs, moins de 5%, originaires d'Allemagne et d'Autriche. Ces 63 000 personnes étaient les seuls habitants d'Israël dont on aurait pu dire, par de grands efforts d'imagination, qu'ils avaient été chassés d'Europe et réinstallés en Israël. Les flux majeurs vinrent de Pologne, de Roumanie, de Hongrie, de Bulgarie, et ce, quelque temps après la fin de la guerre. Et il est certain qu'ils ne furent pas chassés, puisque dans ces pays, ils étaient protégés par les lois spécifiques et bénéficiaient de la priorité concernant les postes
dans la fonction publique. Il vient également d'Afrique du Nord. Il n'existe aucun fondement moral justifiant d'estorquer un tribunal